et bienvenue à l'émission Rencontre. Cette semaine, on rencontre un homme exceptionnel qui a passé sa vie en travail social, qui s'appelle Louis-Philippe Pelletier. Bonjour, Monsieur Pelletier. Bonjour, M. Tremblay. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. On va avoir une belle rencontre, j'en suis convaincu. Et la première question, pour que nos téléspectateurs sachent de quoi on parle au juste, c'est quoi le travail social, grosso modo? Le travail social, ça peut être beaucoup de choses. Hein? C'est assez vaste. Il y a beaucoup de champs de pratique. Ça peut être individuel, donc on rencontre des personnes qui ont des problèmes personnels, de relations de couple, de relations avec les enfants. Ça peut être assez varié. D'ailleurs, il y a de la psychologie là-dedans, mais on n'est pas des psychologues, mais on a des éléments de psychologie. Et on n'est pas des sociologues, mais on a étudié ça aussi. Et puis, on peut exercer cette profession de groupe aussi. Il y a du service social de groupe. D'ailleurs, on peut parler de service social scolaire, service social médical, selon les milieux où est-ce que c'est exercé. Et puis, il y a le travail social communautaire. Donc, essayer d'améliorer le tissu social. Donc, ça touche la psychologie, ça touche la sociologie, ça touche la médecine, ça touche... On étudie un peu d'économie aussi pour dire des choses qui ont du sens quand on parle de chiffres. Ouais. Et comment l'objectif général, c'est quoi? Je pense que c'est améliorer la société, améliorer les relations entre les individus et les groupes, faire une société meilleure. OK, il faut être un peu idéaliste pour aller en travail social. Probablement, oui. Et c'est votre cas, j'imagine. Je suis probablement, oui. Parlons de vous. Vous venez d'où? Vous êtes né où? Je suis né à Squatec, dans le Témiscouata. Mais je n'ai pas habité là longtemps. Mon père s'occupait du magasin de la compagnie Fraser Lumber, là où les bûcherons allaient acheter des haches, des scies, des bottes, tout l'équipement qu'il fallait pour aller travailler dans le bois. Mais il est décédé, j'avais 5 jours. Ah, OK. Et j'ai 2 sœurs avant moi. Ma mère, heureusement, avait une bonne instruction, était une bonne santé aussi. Et son père avait une grande maison à Cacouna, près de Rivière-du-Loup. Ouais. Et puis, nous sommes déménagés là. Et c'est là que j'ai grandi à Cacouna, au bord du fleuve. Est-ce que l'histoire de votre père, parce que j'imagine qu'il travaillait pour le magasin de la compagnie qui payait les bûcherons qui achetaient à la compagnie, est-ce que cette histoire-là vous a meublé votre enfance un peu? Ça, pas tellement. Non, pas tellement. Mais ma vie à Cacouna, ça, c'est très significatif. Ah, OK. Oui, parce que un beau village qui était très touristique à l'époque. Hein. Il y avait même des familles de Montréal, de Toronto, d'un peu partout, des familles riches qui avaient leur maison d'été à Cacouna. Il y a des espèces de villas sur le bord du fleuve. Ils venaient passer tous les étés, hein. Et puis, il y avait en plus d'autres qui venaient comme ça, louant la maison d'un cultivateur. Et il y a eu une famille, les Bergevin, qui sont comme des frères pour nous, là, parce que pendant 13 étés de suite, ils ont loué la petite maison que mon grand-père avait sur son terrain. Sur son terrain à lui. Oui, alors, il nous arrivait tous les étés avec des nouvelles chansons, des nouveaux jeux de société, des nouveaux trucs, là. Et puis, on s'amusait. Et puis... Et comment est né, dans ce contexte-là, j'imagine que c'est une époque donc charnière pour vous, importante, là, de l'enfance. Comment est née votre conscience sociale, votre besoin d'aller en travail social? Est-ce que c'est à cette époque-là? Pas tout à fait à cette époque-là. C'était plus tard. OK. Ouais, plus tard. Maintenant, disons que Cacouna, il faut que je vous dise qu'il y avait des touristes particuliers aussi. Hein. Disons que c'est un fait établi qu'Émile Nelligan a séjourné à Cacouna déjà. Et il y a un écrit là-dessus, là, très important. Et vous connaissez probablement Fritz Kreisler, le violoniste Fritz Kreisler, qui est décédé en 62, je pense. C'est normal de peut-être pas le connaître, mais disons que il a séjourné à Cacouna aussi en 1928 ou 29. Et moi, je n'ai entendu parler beaucoup de ça parce que ma mère, qui avait 21 ou 22 ans et qui était très bonne pianiste, disons que l'accompagnait il n'avait pas porté son violon, hein. Il était en repos, lui. Mais disons que il y avait le violon de mon arrière-grand-père
qu'il a utilisé. Et puis, il y avait le violon d'un bon ami de ma mère à l'époque, là, qui restait à Saint-Arsène, le village à côté. Il était violonneux, puis il avait apporté son violon. Quand Chrysler a joué avec son violon, il dit, je ne pensais pas que mon violon pouvait avoir un si beau son. Il dit, c'était incroyable. Okay. Et puis, en tout cas, ça a été marquant, ça. Donc, il donnait des petits concerts chez mon grand-père, finalement. C'était gratuit, là. C'était pour les parents, amis, voisins. OK, vous avez baigné dans la culture, quoi, c'est ça? Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai parce que, de toute façon, ma mère, qui jouait aussi du piano, là, disons qu'elle nous a joué souvent des airs de Chrysler, parce qu'il en avait composé plusieurs. Pour piano? Elle a joué ça au piano. Okay. Et puis, elle jouait bien d'autres choses aussi, là, mais disons, oui, effectivement, oui. Parce que vous avez parlé de la famille qui était proche de vous, qui apportait des chansons aussi, donc vous chantiez aussi. Ah, bien, vous savez, on chantait, oui, mais disons qu'il y avait, par exemple, un ami, là, qui nous... C'est lui qui m'a parlé la première fois de Louis Armstrong, puis de Frank Sinatra, et puis qui m'a fait aimer tout de suite ces gens-là, et puis c'est encore des idoles pour moi. Ouais. Je comprends. Donc, ça, c'est votre enfance qui baignait dans Oui, alors jusqu'à 9 ans. Jusqu'à 9 ans, et puis à partir de l'âge... Mais pendant ce temps-là, ma mère faisait du chocolat à la maison. Il y avait une fabrique de chocolat à la maison. OK, c'était une chocolatière. Chocolatière. Okay. Elle a même publié un livre là-dessus. Et ça marchait très fort l'été, parce qu'il y avait beaucoup de touristes, hein. Elle développait les photos aussi. Dans le grenier, elle avait une chambre noire pour développer les photos. OK, elle n'était pas juste cultivée, elle était débrouillarde. Débrouillarde. Il fallait qu'elle fasse vivre la famille, de toute façon. Oui, c'est ça. Ouais, 2 sœurs et moi. Hein? Et puis, sauf que l'hiver, c'était tranquille, ça, ces choses-là. Ça se vendait moins bien. Elle avait trouvé un débouché auprès d'une entreprise de Montréal qui s'appelait les Bazars Laurentiens. Et les Bazars Laurentiens ont fait faillite à un moment donné, et puis ma mère a perdu de l'argent là-dedans, pas mal. Exactement la somme, je ne sais pas, mais de toute façon, on ne sait pas comment valait l'argent de ce moment-là aujourd'hui. De toute manière, oui, c'est ça. Et puis, là, elle a sorti ses diplômes, puis elle s'est dit, je pense que je pourrais aller travailler à Ottawa. On était dans le temps de la guerre, hein, de la guerre 39-45. Et puis, elle a été engagée pour 6 mois au Centre de main-d'œuvre du Canada à Ottawa. Et puis, finalement, elle a fait 29 ans. Bon. Oh, OK, de 6 mois à 29 ans, une belle différence. Oui, c'est ça. Alors, elle était à Ottawa quelque temps, et puis ensuite, même si elle savait que les meilleurs postes étaient à Ottawa, elle s'est fait transférer à Québec pour pouvoir nous ramener avec elle, parce qu'on n'est pas allé vivre à Ottawa. Là. Ah, OK. Ouais, elle est partie toute seule. Et d'ailleurs, elle n'avait pas le moyen de... Elle ne gagnait pas assez au départ pour faire vivre une famille avec elle. Mais finalement, elle nous a fait venir à Québec, donc j'avais 9 ans. Et puis, à Québec, elle a continué à travailler pour le Centre de main-d'œuvre du Canada. Vous me parlez tout à l'heure de désir d'aider. Oui, c'est ça, votre vocation, si je peux, de travailleur social. Vous savez, ma mère... comme fonctionnaire fédéral, d'abord était très dévouée à son travail. Et elle cherchait vraiment à aider les gens à trouver du travail. C'était son travail de chercher de l'emploi pour des gens. Là. Elle aidait les autres, c'est ça. Alors, elle rencontrait des employeurs pour voir s'il n'y avait pas besoin de quelqu'un. Là. Et puis, elle tâtait le terrain comme ça. Et puis, par 2 fois, hein, elle a amené chez nous. On n'était pourtant pas grandement, là. Amener chez nous des gens pour rester. Parce qu'ils arrivaient en ville, puis il n'y a pas de place pour rester, il n'y a pas encore d'emploi. Ah, oui. Donc, ils ont passé quelques jours comme ça, donc en attendant de se tourner de bord et d'avoir une autre possibilité. Il y avait dans les deux, là, il y a une Française. Il y a une Française qui arrivait ici pour aller travailler finalement à Woonsocket, Rhode Island. Je me rappelle de ça. Okay. Et comme gouvernante dans une famille, probablement une famille en moyen. Elle arrivait de France. Le premier pas qu'elle a mis sur le sol québécois à Québec, elle s'est déversée une cheville. Oh, OK. Ça commençait mal. Et puis là, elle ne peut pas continuer son voyage tout de suite. Ça fait qu'elle a été chez nous.
Et puis, je me rappelle d'elle, hein, qu'elle nous avait chanté « Le temps des cerises ». Ah oui, et, oui, oui. Moi, j'ai trouvé ça brave hein, de sa part, de droit comme ça, là, devant nous. Ma mère n'avait pas joué au piano, elle chantait ça comme ça. Et, A cappella. A cappella. Alors, elle est brave. Hein, donc, c'était bon. OK. C'est des souvenirs comme ça. Non, mais c'était généreux de sa part hein, d'amener des gens comme ça. Ils ne payaient pas. Là. Donc, diriez-vous que votre modèle de générosité, justement, c'est votre mère, ça? Oui, je pense que ça peut partir de là. Oui. OK. Ouais. Mais je ne me sens pas... je ne suis pas nécessairement plus généreux que d'autres, là. Mais enfin, j'essaie de rendre service quand je peux. Ouais. Ben oui, c'est ça. Je ne veux pas passer pour plus généreux que je suis. Hein. Donc, j'ai mes limites comme tout le monde. C'est sûr, mais vous avez fait un travail dont le but est d'aider les autres, ouais, justement, c'est ça. Comme votre mère aidait les autres. OK, donc vous aviez quel âge, là, donc, à cette époque-là, à Québec? Là? Bien, à Québec, j'étais donc de l'âge de 9 ans jusqu'à la fin de mes études à 25 ans. OK, quand même. Vous demeuriez dans quel quartier de Québec? Bien, à Saint-Roch d'abord. À Saint-Roch d'abord, qui était un quartier populaire, mais c'était pas seulement des chambreurs, hein, il y avait des familles. On jouait dans la rue, hein, à toutes sortes de jeux, mais il y avait heureusement une cour aussi. Il y avait un ami qui avait une cour assez grande où est-ce qu'on pouvait se lancer la balle. Oui, oui. Et moi, j'ai commencé à me lancer la balle là, et puis j'aime encore ça, me lancer la balle. OK. J'ai joué un peu à la balle molle. J'ai jamais joué au baseball comme tel. J'ai joué à la balle molle, oui. J'ai pratiqué plusieurs sports, mais disons que j'aime encore ça, me lancer la balle. OK. Ouais. Mais ça, c'était une des activités. Mais vous savez, à l'époque, là, on pourrait en parler longtemps, de Québec, là, mais sans qu'il y avait les voitures à cheval qui apportaient le lait, d'autres apportaient le pain, la glace. La glace pour les glacières. Les glacières, parce que c'était pas de réfrigérateur, hein, c'était les glacières. Mais c'était une belle vie, hein. Il y avait les tramways, hein. Les tramways à Québec, hein? Et c'était facile de mettre une couche d'asphalte là-dessus à un moment donné. Hein? Aujourd'hui... on pense de nouveau ramener les tramways. C'est pas aussi facile de ramener le tramway. Hein? Ouais. Et c'est plus cher. C'est plus compliqué, effectivement. D'accord. Donc là, vous êtes allé à l'école, j'imagine, à Québec? Oui, j'allais à l'école à Québec. Et puis, en fait, j'ai fait un cours classique. C'était ça, hein? À l'Externat classique Saint-Jean-Eudes, à Limoilou, qui est devenu, enfin, le lieu maintenant, c'est le cégep de Limoilou. OK. Oui. Oui, bien, vous savez, on n'était pas une famille riche, hein? Et puis d'ailleurs, la très grande majorité des étudiants qui étaient là au collège d'Externat classique Saint-Jean-Eudes n'étaient pas riches non plus. Mais je pense que beaucoup dépend de la motivation. Comment c'est valorisé, l'éducation à la maison? Mais oui. Et la motivation des gens, il faut avoir un petit peu, le niveau intellectuel, bien sûr, là. Mais disons qu'il faut être motivé, simplement. C'est parce qu'on entend dire des fois que, autrefois, seulement les riches qui pouvaient s'instruire. C'est pas tout à fait vrai, cette histoire-là. Hein? Non. C'est pas tout à fait vrai, c'est exagéré. Et quand j'entends parler de la grande noirceur, là, j'ai bien de la difficulté avec ça aussi. OK. Vous la trouviez plutôt éclairée, la grande noirceur. Je me dis que si ça avait été si noir que ça, la révolution tranquille, qu'on appelle comme ça, n'aurait pas été possible. N'aurait pas été possible. Ouais. Parce qu'il y avait des collèges comme ça. Excusez-moi. Il y avait le collège. Moi, j'étais comme externe. Naturellement, ça me coûtait moins cher parce que je restais chez ma mère. Mais il y en a d'autres qui étaient pensionnaires aussi. Il y avait d'autres collèges à Québec, hein, le collège des Jésuites et puis le séminaire de Québec. Mais il y avait aussi des collèges comme à La Pocatière, à Rimouski, un peu partout. Hein. Donc, votre mère épargnait pour pouvoir vous envoyer à l'école, vous et votre sœur aussi, j'imagine, c'est ça? Mes sœurs étudiaient aussi chez les Sœurs de la Charité de Québec, là. Ouais. OK, d'accord. Ouais. C'était sur la rue Saint-Jean à Québec, là. C'était des sacrifices que votre mère faisait pour que vous alliez à l'école, oui, c'est ça? Mais ça ne coûtait pas trop cher, hein, quand même, aller à l'école des Sœurs à Québec, là. Non, c'était pratiquement comme une école publique. Hein. OK. Puis là, l'enseignement se faisait par des frères dans votre cas, là, c'est ça? Non, moi, c'est des pères. Des pères et quelques laïcs. OK. Il y a quelques laïcs aussi. Je cherche toujours où est la naissance, là, ensuite, de votre... Comment vous en êtes venu à... Bien, vous savez, disons que j'ai... on allait...
J'allais finalement au collège tous les jours parce que nos congés, c'était le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Seulement, OK. Ouais. Donc, tous les jours, finalement, j'y allais. Et le dimanche, on avait la messe. Et je n'étais pas obligé parce que j'étais assez loin, moi, là, parce que, surtout en dernier, là, j'habitais dans Saint-Jean-Baptiste. OK, vous aviez déménagé de Saint-Roch à Saint-Jean-Baptiste. De Saint-Roch à Saint-Jean-Baptiste, quand j'avais 15 ans. Et puis, le collège, lui, c'était dans Limoilou, là. Souvent, je faisais ça à pied, hein, aussi à bicyclette, dépendant des saisons, là. Et j'avais l'autobus aussi. Et puis, disons que là, à ces offices-là du dimanche, on avait souvent des prédicateurs étrangers, des missionnaires qui passaient, qui nous parlaient de leur travail, et puis moi, ça m'intéressait. Okay. Ça m'intéressait. Si bien que, je vais sauter peut-être une étape, mais disons qu'à la fin de mon cours classique, moi, je suis allé chez les Pères Blancs missionnaires d'Afrique. Je voulais faire un Père Blanc missionnaire d'Afrique. Ah, j'allais vous poser la question. J'étais sur le point de vous poser la question. Est-ce que vous aviez pensé devenir vous-même un père? Oui. Alors, j'ai été 20 mois là-bas. Et puis, là-bas, c'est Saint-Martin qui est dans Ville-Laval maintenant, là, dans Laval. Ça, c'était le noviciat, 1 an. Et puis ensuite, à Ottawa, ça s'appelait Eastview, mais ça fait partie d'Ottawa maintenant. Ça, c'était pour les études plus avancées, là. Et j'ai fait 20 mois. Et puis, je me suis aperçu que c'était pas ma place. Mais j'en suis revenu avec un bon bagage, content, parce que, disons que j'ai appris à mieux me connaître moi-même. J'ai appris à mieux connaître ma religion aussi, parce que si on reste toujours aux éléments qu'on a appris à l'école primaire, peut-être qu'on manque des bouts, là. Oui, le petit catéchisme, c'est pas tout, là, dans la vie. C'est pas tout, hein. Donc, et puis... j'ai eu des bons compagnons, c'était bien pour moi. J'avais des amis là, à Kakuna, puis à Saint-Roch, et j'avais des amis facilement. Là, ils étaient comme là, prédestinés à être là pour moi. Je n'ai pas eu à les chercher. OK. Mais disons que j'avais des bons compagnons là, chez les pères, parce que tout le monde a son caractère et sa personnalité. Hein? Mais quand, en principe, les gens... Ils veulent être agréables et puis ils ne font pas exprès pour... ils veulent être charitables. Ils ne veulent pas nuire aux autres. Ils ne veulent pas nuire aux autres. Ben, c'est déjà ça, hein? Ouais, c'est déjà ça. Alors, disons que non, c'était agréable. J'ai laissé des bons compagnons. Mais aussi, j'ai appris beaucoup d'anglais, hein, parce que c'est une société qui est bilingue. OK. Alors, il y avait des cours d'anglais la première année. Et puis, l'autre année, là, c'était 1 semaine en français, 1 semaine en anglais. OK. Quand c'est 1 semaine en anglais, hein? Pas de français, juste de l'anglais. Le français, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Est-ce que ce soit les prières, les cours, les récréations, c'est tout en anglais. D'accord. Ça fait que ça m'a aidé parce que l'anglais m'a été très utile ensuite. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer, là, que vous ne vouliez plus être un père, là? Quel a été d'abord, j'avais un peu de problème de santé. Ça m'est tombé un peu dans l'estomac, certaines affaires, là. D'abord, manger en silence, moi, tout le temps, là, j'ai trouvé ça difficile. OK. Ouais. Et mes meilleures journées, c'était les journées de congé quand on peut parler à table et ça. Mais aussi, ça mangeait très vite. Beaucoup avaient eu l'expérience des pensionnats, hein? Les pensionnats, pas les pensionnats amérindiens, là. Non. Mais il y avait des pensionnats quand même, hein? Et oui. pour nous, les gens comme moi, là, comme je vous en ai nommé tout à l'heure. Et puis, je pense que dans ces endroits-là, il était habitué à manger vite. Puis, moi, j'étais habitué à manger lentement, puis à mastiquer. D'ailleurs, une religieuse nous avait déjà dit, pendant qu'elle surveillait notre repas, « Mastiquez bien, l'estomac n'a pas de dents. » Vous l'avez retenu, celle-là. Alors, c'est ça. Oui. Mais aussi, j'étais pas trop porté vers la liturgie, les cérémonies. C'est pas en moi, ça, les cérémonies. Puis, vous aviez plus envie d'action, comme c'est ça. Oui, OK, je comprends. Ouais. Il aurait fallu que je tombe en Afrique tout de suite, là, pas passer par... Je comprends très bien. Vous aviez soif d'action, exactement, soif de vous donner, si je peux dire. On va dire ça comme ça. Ouais. OK. Donc, vous êtes sorti de là, vous aviez quel âge? Alors là, j'avais 21.
21 ans. Vous êtes revenu à Québec? Oui, puis en fait, ma mère, comme elle travaillait, je suis retourné chez ma mère. Ma mère ne m'avait jamais poussé, ni retenu, ni pas de commentaires. Hein. Disons que je suis allé chez les pères, c'est ce que je voulais. Je suis revenu, très bien, bienvenu. C'est bon. Ouais. Elle ne faisait pas votre vie à votre place, elle vous laissait la faire, c'est ça? Mais par ailleurs, elle travaillait au Centre de main-d'œuvre du Canada. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle m'a trouvé tout de suite un emploi. Alors, tu ne vas pas rester là, rien faire, toi, là. C'est pratique. Alors là, j'ai travaillé au Royal Trust du Canada, dans l'administration des successions. Bon. J'ai fait ça 2 ans. Pendant ce temps, bon, j'ai administré les successions, j'ai appris à faire ça, et puis, bon. Mais ça, c'était pas ça que vous vouliez faire dans la vie. J'aimais mieux m'occuper des vivants, finalement, en administrant les successions, bien sûr, on le fait pour les vivants, là, mais plus que pour les morts. Mais quand même, disons que je voulais faire d'autres choses. Et j'ai entendu parler du service social à ce moment-là. Je ne connaissais pas avant, hein. Je n'avais jamais entendu parler de ça. D'ailleurs, c'était relativement nouveau, hein. Parce que là, on est dans les années 56, là, hein, à peu près, là, 56, 57. Là. Ça fait que là, j'ai dit ça, c'est pour moi. Disons que là, j'ai eu une entrevue à l'école de service social de l'Université Laval. Et puis, un mois et demi, puis là, j'ai commencé mes études, 3 ans. 3 ans. Et je vous disais qu'on n'avait pas des moyens très, très, très grands, mais on s'aidait aussi, là, hein, donc les travaux d'été, hein, on faisait ça, des travaux dans le temps des fêtes aussi. L'été, j'étais gardien à Expo Québec, là. Moi, c'était 7 heures du soir à 7 heures du matin. Alors, dans le pavillon d'agriculture, qui était dans un ancien colisée qui avait brûlé à moitié. Je ne sais pas si... Ouais. Il y avait des estrades seulement d'un côté. En tout cas, disons que alors là, j'étais gardien, voir que tout se passe bien, puis répondre à des questions. Si des gens posent des questions. Et puis, une fois que c'était fermé, vers 11 heures, peut-être aux 11h30 certains soirs, disons que là, on sortait nos balais, puis on nettoyait tout, là. Ah oui, là, on nettoyait tout. Et puis, mais on ne travaillait pas jusqu'à 7 heures, on finissait bien avant. On pouvait dormir sur un petit tas de paille, là. Et puis, il y avait de la paille puisqu'il y avait des animaux. Oui, il y avait des animaux. Oui, il y avait des expositions de vaches et d'autres animaux. Et puis, d'ailleurs, il y avait du bon lait frais, parce que, disons que vers 6 heures, il y a des cultivateurs qui venaient traire leurs vaches avec des machines, là, puis le lait passait dans un petit tuyau, puis il y avait un petit robinet, puis on pouvait se prendre un bon verre de lait chaud frais, hein. C'était permis à l'époque, ça. C'était permis. Avec, non pasteurisé, bien sûr, mais on n'a pas eu de problème. Et alors, c'est un des travaux que j'ai fait ça, comme étudiant. Je vendais des choses par les maisons aussi. Puis j'ai suivi des cours de radar dans l'aviation. C'était pas les cadets de l'air, hein. Là, ça ressemblait par certains côtés, là, mais disons qu'on a appris à faire le pas militaire, etc. Donc, mais attendez, comment c'est arrivé dans votre vie, ça? Oui, bien, c'est parce que ça, en fait, là, j'ai reculé un petit peu, parce que ça, c'était à 16 ans que j'ai commencé à faire ça pendant l'été, et puis il y avait un soir dans l'année aussi, où on était payé pour ça. Pour moi, c'était un travail d'été surtout, là. OK. Oui, c'était un travail d'été. Disons que, alors, les cours de radar, moi, je suis devenu opérateur de radar. Ah. Et j'ai travaillé un peu comme ça au Mont-Apica. Oui, dans le parc des Laurentides. Dans le parc des Laurentides, oui. C'est tout enlevé maintenant. Maintenant, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais enfin, j'ai fait ça. Et puis, donc, par ailleurs, à l'université, comme travail d'été aussi, hein, mais disons qu'avec des cours aussi pendant un soir de la semaine. Ça, c'était le UNTD, c'est University Naval Training Division. Ça, c'était la marine. C'était les cours d'officiers de la marine. Bon. J'ai passé un été complet à Halifax, sauf un mois sur une frégate autour de Terre-Neuve. Là, votre anglais était très utile, là, moi, je courais les endroits où le perfectionner. Ah oui. Je voulais, parce qu'on a toujours, il y a toujours de la place pour amélioration. Alors, disons que c'était beaucoup anglais à l'époque, là. On pouvait parler français seulement entre nous en dehors du travail, là, le soir. Sinon, tout était en anglais.
OK. Donc ça, c'était les emplois d'été pendant que vous étudiez en travail social à l'Université Laval. C'était des façons de gagner un peu d'argent. OK, vous en avez fait des choses différentes quand même dans votre existence? Expérience. Mais ça ressemblait à quoi les cours à l'Université Laval en travail social? Bien, il y avait le travail social individuel, service social de groupe, et puis développement communautaire, et administration, recherche, ça fait toute partie. Hein, donc, recherche aussi. Recherche, mais on n'allait pas loin là-dedans. On explorait un peu, on prenait des méthodes un peu, mais disons que si on voulait travailler en recherche, je pense qu'il fallait suivre d'autres cours après. Là. Ben oui. Mais j'ai eu des très bons enseignants, comme Guy Rocher. Hein. Ah oui, vous avez eu Guy Rocher comme professeur. Il nous a marqué. Hein, donc, oui. Il y avait, on pourrait en nommer plusieurs autres aussi. Là. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut en dire beaucoup comme... Donc, vous aviez des cours de sociologie, de psychologie, comme on s'est dit tout à l'heure, c'est ça. Oui, puis ça, c'était un cours de 3 ans. Il fallait avoir un bac pour être Alors, il y avait le bac et ensuite, en faisant la 3e année, on avait la maîtrise. Ah, OK, vous faisiez... On avait le bac au bout de je ne me rappelle pas si c'était au bout d'1 an ou 2 ans, mais en tout cas, au bout de 3 ans, on avait la maîtrise. Mais il fallait remettre un mémoire. Là. OK, un mémoire de maîtrise, c'est ça. Ah bon, c'était rapide, le bac à cette époque-là, ou c'est peut-être à cause des cours classiques avant? Bien, c'est ça, hein, oui. On avait déjà une préparation. Le cours classique, ça menait à rien en particulier, mais à tout, si on veut. Hein. C'est une préparation générale. Toutes les personnes qui ont fait justement la Révolution au Québec, la Révolution tranquille, c'est des gens qui sont passés par les cours classiques, justement, c'est ça. Oui. Exactement. C'était une formation très humaniste et très large, si j'ai bien compris, le cours classique. Oui. Et Claude Morin était un de mes enseignants aussi. Ah oui, justement. Oui. D'accord. Il enseignait le développement communautaire et puis, disons aussi l'économie. OK. C'est un économiste. Là, il nous reste seulement 3 petites minutes. On ne pourra visiblement pas faire toute votre carrière. Là. On n'a même pas commencé la carrière encore. On est dans les préparatifs, mais on a bien compris effectivement d'où venait votre intérêt pour le travail social. On a compris maintenant comment vous avez étudié là-dedans. Et en sortant, quand vous avez eu votre maîtrise, vous avez fait quoi? Oui, bien alors là, j'avais 4 offres d'emploi. Je n'étais pas le seul à avoir beaucoup d'offres d'emploi comme ça. Là. On avait besoin beaucoup de travailleurs sociaux à l'époque. Il y en avait 2 à Québec. Et puis, il y en avait une en Ontario, à Toronto, où j'avais travaillé pendant l'été. Je n'en ai pas parlé, mais en tout cas... Ah bon, un autre travail d'été à Toronto maintenant? À Toronto, oui, 3 mois, là, à une société d'aide à l'enfance de Toronto. Donc, c'était comme un stage dans mon domaine. Hein, donc, ça m'aidait en même temps au plan professionnel, prendre une expérience comme ça. Et puis, alors là, j'avais une offre d'emploi de la part de l'organisme de Toronto aussi. Mais il y avait l'Abitibi. Il y avait l'Abitibi, ça c'est par chez nous, un besoin au Québec, et puis il y avait besoin vraiment, là, il y avait seulement un travailleur social pour toute l'Abitibi-Est à Amos. Le deuxième avait été recruté pour travailler à La Sarre. Il est arrivé 10 jours avant moi. Et puis, à Val-d'Or, là, on voulait absolument quelqu'un pour ouvrir le bureau. Alors, moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui, et puis le bureau a ouvert le 1er juin 1960. 1960. Moi, j'étais poupon à cette époque-là. C'est ça. Vous savez, je rencontre beaucoup de gens qui étaient jeunes à l'époque parce que je commence à ne plus être jeune moi-même. Donc, pourquoi il y avait tant d'emplois à cette époque-là en travail social? C'était peut-être relativement nouveau. Le besoin était là, parce que les problèmes, eux, étaient déjà là. Mais oui. Et puis, il fallait bien quelqu'un qui s'en occupe. Il y avait jusqu'à présent, le filet social n'était pas très développé au Québec. Non. Jusque dans et d'ailleurs, vous savez, on peut remarquer que ce n'est pas l'État directement qui s'en occupait, c'est l'Église, hein? Oui. C'est les diocèses. Tous les services sociaux que j'ai connus, moi, ça avait été développé par l'Église. Hein. Le service social du diocèse d'Amos, le service social du diocèse de Rimouski, à Québec,
Ça ne portait pas le nom comme ça, mais en tout cas, le sauvegarde de l'enfance, c'était réellement des gens d'Église qui avaient parti ça aussi. Hein. Donc, vous alliez travailler pour un organisme qui avait été créé par l'Église, oui, c'est ça? Oui. Et puis, quand l'État a été prêt à prendre la relève, ben, on a dit, voilà, prenez ça, c'est là, on a commencé. On doit beaucoup à l'Église au Québec. Je pense. C'est pas toujours reconnu, mais moi, je trouve que c'est important peut-être de le dire, parce que moi, je me demande parfois là, où est-ce que serait le Québec s'il n'y avait pas eu le clergé. On lui reproche bien des choses, hein, mais quand même, c'est sûr que c'était pas sans reproche non plus. Je m'excuse parce que là, le temps file, il me reste 10 secondes pour dire au revoir aux téléspectateurs. Oui. Et on va se revoir la semaine prochaine pour continuer votre histoire, parce que ça devient vraiment votre travail. Eh bien, à la semaine prochaine.